Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Inauguration d'une nouvelle polyclinique dénommée Hamad Maki Ibrahim Angela par le ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukiye. Et également dans l'actualité, l'Éthiopie, donc un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed. Voilà pour les sommaires, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Après celle de Warabalei et de PK12, le ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukiye, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une troisième polyclinique dénommée Hamad Maki Ibrahim qui se trouve à Angela. Les habitants d'Angela, de quartier 4 et des autres quartiers environnants ont afflué en grand nombre vers le site pour réserver un accueil chaleureux au ministre de la Santé et à les délégations qui l'accompagnent. En effet, plusieurs troupes folkloriques ont égayé la cérémonie par des danses et des chants traditionnels, par une ambiance jouissive, et de la jeunesse locale était venue en grand pompe pour animer et exécuter des chants et des danses traditionnelles à l'occasion de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive et de joie. De la Santé, Dr Jama El Meoukiye, était accompagné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, du maire donc de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, du président de la commune de Boulaous, Mohamed Ismail Omar. À leur arrivée, les ministres donc étaient accueillis chaleureusement sous les applaudissements et les acclamations d'une population totalement séduite par l'appellation de cette polyclinique baptisée au nom de feu Hamad Maki Ibrahim, dont elle garde toujours en mémoire. À noter aussi la présence du secrétaire général par intérim, Dr Salah Banoïta Tourab, et de plusieurs hauts cadres du département de la santé qui ont assisté donc également à la cérémonie inaugurale de cette nouvelle structure sanitaire. Après les danses traditionnelles, des bains des foules, le ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukiye, et ses invités n'ont pas boudé le plaisir du traditionnel bain de foule avant de couper officiellement le ruban symbolique. La cérémonie donc a débuté par la lecture du Saint-Coran qui est suivi de l'hymne national du pays qui fut entonné à l'unisson par toute la foule et les officiels présents. À noter que plusieurs membres de la famille du défunt Hamad Maki Ibrahim ont tenu à être présents en cet instant solennel de l'inauguration de cette polyclinique, et c'est son fils, Maki Hamad Maki, qui a pris la parole pour exprimer toute sa gratitude et sa fierté de voir cette polyclinique porter le nom de son défunt père. C'est pour moi aujourd'hui pour inaugurer la polyclinique Hamad Maki Ibrahim. Et au nom de toute la famille, je voudrais vous adresser mes vifs remerciements à l'endroit du ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukiye, et aussi à l'ensemble de la grande famille de la santé pour avoir ainsi honoré la mémoire de mon père. Et c'est tout un symbole, c'est le plus bel exemple de considération qui soit pour la reconnaissance et pour le témoignage collectif de la consécration de l'héritage de mon père pour le ministère de la Santé. Les chefs de quartier des différents quartiers ont pris la parole pour souhaiter au nom de la population récipiendaire la bienvenue au ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukiye, et à sa délégation. Ces femmes leaders ont exprimé la satisfaction collective face au dévouement constant de la part du ministre de la Santé qui, avec l'avènement des polycliniques, vient de franchir une étape nouvelle et cruciale dans la mise en œuvre de la politique de réforme du système sanitaire. Dans son intervention, le président de la commune de Boulaous, Mohamed Ismail Omar, a d'emblée félicité le ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukiye, pour son engagement et pour son effort continu dans l'amélioration du bien-être de la santé de la population djiboutienne.
Quant à la maire de la ville, quant au maire de la ville, Madame Fatouma Awale Ousmane, elle a salué la genèse de cet important projet sanitaire qui relève une fois de plus la qualité des soins dans nos structures de santé. Le maire de la ville a exhorté la population à préserver ce bien commun. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a salué les efforts consentis par le ministère de la Santé pour développer et moderniser le système de santé national. Le chef de la diplomatie djiboutienne a ajouté qu'ayant lui-même grandi à Anguilla, il était particulièrement heureux par la mise en place de cette polyclinique qui va améliorer considérablement la qualité de l'offre de soins et par-delà le bien-être social des riverains. Écoutons le ministre. Eh bien, nous revenons donc au moment crucial de cette journée inaugurale, fut l'intervention du ministre de la Santé, Dr Jama El-Mioukiye, qui est le maître d'œuvre de cette stratégie de mise en place des polycliniques. Le ministre a d'emblée énoncé les objectifs visés par son département dans la mise en œuvre des projets de polyclinique qui va transformer structurellement le système de santé national vers une plus grande accessibilité et une meilleure prise en charge des soins de santé dans nos communes. Le ministre a en outre exhorté la population de ce projet, récipiendaire de ce projet, de prendre soin et de veiller à la salubrité de leur polyclinique afin de pérenniser leur bien commun. Enfin, le ministre de la Santé a brièvement rappelé les parcours professionnels exceptionnels de feu Hummad Ibrahim, Hummad Maki Ibrahim, qui a marqué de son empreinte les grandes évolutions de notre système de santé et dont le ministère de la Santé tient symboliquement à perpétuer la mémoire pour la postérité. Écoutons le ministre de la Santé. Je voulais remercier la population qui est venue aujourd'hui d'Anguilla, de quartier 4, de cité Saoudi. Comme on dit toujours, chose promise, chose due. Nous avions fait des promesses. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de ma nomination à la tête du département de la santé, m'avait confié une tâche très importante. Et parmi les objectifs figurait la transformation de tous les centres en polycliniques. Je voudrais en 2 mots vous expliquer la différence d'un centre et d'un polyclinique. Un centre étant une structure où il y a peut-être un médecin et 2 infirmiers, pas plus. Et un polyclinique étant une structure qui n'est pas de 3e niveau, qui est au 2e niveau, ayant plusieurs services, c'est-à-dire des services de spécialité et des services généraux. Parmi les services de spécialité, il y a le service d'ophtalmologie, le service d'oréal, le service dentaire. Il y aura aussi la radio, il y aura l'échographie, la maternité, une urgence 24 heures sur 24 ouvert et un laboratoire dans lequel vous pouvez faire toutes vos analyses. J'ai bien dit tout, plus de 50 analyses se feront sur place. Il y aura aussi une pharmacie, mais le plus important étant un personnel qualifié, que ce soit sage-femme, laboratin, matrone, infirmier, médecin. Et aussi nous voulons que des médecins spécialistes puissent venir pour faire des consultations spécialisées ici sur place. Et cela découle de la vision éclairée du président de la République et les instructions de la première dame, surtout pour la question de la maternité. Je n'oublierai pas de vous expliquer la signification ou qu'est-ce que représente pour la santé le nom que nous avons donné à ces polycliniques. Hummad Maki Ibrahim. C'était un monsieur emblématique, un monsieur avec plein de charisme. C'est un modèle pour toute personne professionnelle du ministère de la Santé, mais aussi un modèle pour toute autre population. C'est un homme qui représente beaucoup pour le ministère de la Santé. Il a passé par les structures d'Anguilla dans lesquelles il a servi une grande partie de sa vie et nous avons voulu l'honorer pour que son nom perdure. Et la famille du dauphin Hummad Maki Ibrahim doivent être non seulement fiers, mais doit savoir que la famille du ministère de la Santé se souviendra toujours et sera toujours heureux de pouvoir prononcer son nom à chaque instant où ce polyclinique sera mentionné.
À la fin des discours officiels, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, et ses invités ont procédé donc à la visite guidée de cette nouvelle polyclinique Mouhamed Makki Ibrahim, qui dispose en son sein des nouvelles prestations spécialisées telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, la maternité avec une salle d'accouchement, le service des urgences qui sera opérationnel 24 heures sur 24, l'ORL et la radiologie. Avec l'avènement de cette polyclinique, le nombre de personnels est multiplié par 3 et cette nouvelle structure accueillera des personnels hautement qualifiés et des médecins spécialistes qui ont à leur disposition un plateau technique à la pointe de la technologie pour ce qui concerne la radiographie et l'échographie. Ainsi, la mise en place de ces polycliniques répond aux exigences de rapprochement et de facilitation d'accès aux prestations spécialisées qui soient au plus près de la population, et ce à travers le renforcement de la qualité de l'offre de soins, l'élargissement de la généralisation de la couverture de santé universelle et la contribution à la réduction des coûts des soins de santé spécialisés. Ces polycliniques constituent un niveau intermédiaire dans la pyramide sanitaire en proposant des nouvelles gammes de services de soins spécialisés en milieu urbain et périurbain afin de permettre ainsi de désengorger et de supprimer le goulot d'étranglement au niveau des hôpitaux de référence tels que l'hôpital Pétier et l'hôpital Cheikh. Au terme de la visite des lieux, le ministre de la Santé et ses collègues ont pris une photo de famille donc avec des membres de la famille du défunt Mouhamed Makki Ibrahim qui porte le nom de cette polyclinique. Également, dans l'actualité de ce 15h, une conférence internationale sur la sécurité et la sûreté ferroviaire a été ouverte aujourd'hui au Palais du Peuple, dirigée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Le ministre a d'emblée donc félicité les organisateurs pour la pertinence de la thématique de cette conférence qui coïncide fort à propos avec les besoins de la population. La conférence a été conjointement organisée par le ministère des Transports et la Société djiboutienne des chemins de fer avec l'Union internationale de chemins de fer Région Afrique. Outre le ministre de l'Équipement et des Transports, le directeur général de la Société djiboutienne de chemins de fer, Mahmoud Roblé Dabbar, était donc présent à cette cérémonie. Par là, la rentabilité des investissements qu'ils supposent. Elles sont différentes quand on raisonne en termes de risques et menaces ou en termes de responsabilité juridique des chemins de fer. Elles doivent cependant être gérées en cohérence. Car l'exigence de la clientèle ou des autorités nationales est bien que rien n'arrive pendant le transport pour le perturber. Un autre point commun est qu'elles doivent être l'affaire de tous, l'engagement permanent de tous les acteurs du ferroviaire et ne pas être réservées aux seuls spécialistes. Au-delà de leur professionnalisme indispensable, une véritable culture de la sécurité et de la sûreté doit être développée. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous au nom de l'Union internationale des chemins de fer Région Afrique à l'occasion des travaux de l'ouverture de cette importante conférence organisée en étroite collaboration avec les chemins de fer djiboutiennes. À cette heureuse occasion, permettez-moi tout d'abord de remercier vivement les organisateurs pour les efforts louables déployés afin que Djibouti soit le berceau de cette manifestation ferroviaire à caractère continental et régional et qui est d'une importance capitale pour débattre ensemble autour de thématiques allant dans le sens de rehausser davantage l'efficacité du mode ferroviaire et pour qu'il puisse jouer pleinement le rôle qui lui revient dans le développement socio-économique de nos pays. Le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Roblé Dabbar, s'est exprimé en ces termes en indiquant que cette conférence donc contribuera à l'émergence d'une nouvelle culture de sécurité et de sûreté au grand bénéfice du transport ferroviaire. Il a indiqué que la sécurité des voyageurs, du personnel du chemin de fer ainsi que la protection des marchandises et des infrastructures sont intrinsèquement liées. Je propose de suivre. L'organisation de cette conférence internationale est le fruit d'une coopération entre plusieurs institutions ferroviaires, en particulier la Société djiboutienne des chemins de fer,
l'Union internationale du chemin de fer, l'Union internationale du chemin de fer région Afrique. Elle intervient à 3 mois de la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Par la construction de cette nouvelle ligne, de cette nouvelle infrastructure moderne et électrifiée, sous le leadership de 2 dirigeants politiques, Djibouti et l'Éthiopie ont réalisé un axe stratégique sur la politique de revitalisation du rail, celui de moderniser, développer et interconnecter les réseaux ferroviaires africains. Aujourd'hui, le monde ferroviaire s'est donné rendez-vous ici à Djibouti pour parler de la sécurité et sûreté ferroviaire. Un chemin de fer constitue un outil stratégique de grande capacité de transport des biens et des personnes. La problématique de la sécurité des trains est au cœur de la volonté politique des gouvernements et des institutions ferroviaires. La sécurité et la sûreté des trains, c'est l'affaire de tous, comme on le dit. Sur le plan institutionnel, le gouvernement de Djibouti a mis en place une loi sur la sécurité ferroviaire. Des projets de décrets viendront sous peu compléter ces dispositifs juridiques. Nous continuerons à maintenir et améliorer les programmes d'information et de sensibilisation en impliquant toutes les parties prenantes. Aussi, nous resterons attentifs et réceptifs aux expériences des autres, aux avis des experts, aux contributions de chacune et de chacun sur cette thématique fondamentale, si sensible pour toute infrastructure et en particulier celle des transports ferroviaires. Écoutons donc à présent le mot prononcé à cette occasion par le ministre des Transports, M. Mohamed Abdelghadr Moussa Helem. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie d'ouverture. Je mesure l'intérêt et l'importance de la conférence qui s'ouvre ce matin. Les thèmes abordés et les secteurs concernés sont au cœur de la politique du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Promouvoir le moyen de garantir la sécurité et la sûreté du réseau ferré djibouti-éthiopien s'inscrit à l'évidence dans cette perspective. Les rôles des infrastructures en général et du chemin de fer en particulier dans la politique de développement économique de la République de Djibouti donnent à cette conférence une dimension hautement stratégique. La prééminence du chemin de fer dans le développement économique de Djibouti est un fait historique établi. La fondation de Djibouti et son essor vont de pair avec la construction du port et du chemin de fer. Mesdames et messieurs, les travaux de chemin de fer reliant le port de Djibouti à l'Éthiopie ont été débutés dès le mois d'octobre 1897. La construction de la ligne de 788 km a pris fin en 1917, il est vrai après moult péripéties. Le développement économique et commercial de 2 pays ont connu une longue période de progrès grâce à cette première ligne du chemin de fer. Mesdames et messieurs, la vision fondatrice du partenariat entre les 2 pays n'a rien perdu de sa pertinence et de son actualité, malgré les profondes mutations et les contextes régionaux et internationaux. Grâce au leadership de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh et de son homologue fait Premier ministre Meles Zenawi, elle a connu une nouvelle impulsion. La nouvelle ligne de chemin de fer entrée en activité il y a quelques mois, pour ne citer qu'un exemple, est le fruit de cette stratégie. Une stratégie de développement qui associe un partenaire décisif, incontournable de la République populaire de Chine. La densité des infrastructures portières et aéroportières, ainsi que l'émergence d'un tissu industriel sont indissociables, tributaires de la fiabilité et de la performance du chemin de fer. Autre actualité de ce 15h, la ministre de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui une réunion de validation de la stratégie opérationnelle sur la chaîne de valeur de 4 filières, leurs produits de base ou dérivés qui sont donc le lait et le fromage, les produits maraîchers, la confiture de fruits, le moringa, les œufs de table et l'élevage des poulets. Ont assisté donc à la réunion le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Décentralisation, les représentants du PNUD à Djibouti. Cette stratégie s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et le renforcement des communautés, donc participer ou renforcer même des capacités des femmes et des communautés agro-pastorales.
L'autonomisation économique des femmes et des communautés rurales est une des priorités du ministère de la Famille. Cette stratégie, donc, ce qui est soumis à la validation de l'ensemble des parties prenantes issues des institutions étatiques du secteur privé, de la société civile, a été élaborée avec l'implication de plusieurs autres ONG. Aussi les aider dans leur futur, dans l'éducation du ménage et dans la société en général. Je saisis cette occasion pour exprimer encore une fois ma gratitude au gouvernement entier, parce que ça c'est un effort qui nécessite le travail de tous les interlocuteurs, et au peuple américain qui a financé ces projets. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, a passé en revue les efforts entrepris par son département en faveur de l'autonomisation économique des femmes et des communautés rurales. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour une étape supplémentaire dans le processus d'autonomisation économique de la femme. C'est une initiative que le ministère de la Femme et de la Famille a lancée il y a de cela à peu près 18 mois. À travers cette initiative et ce programme et ce projet, des associations en milieu rural ont pu bénéficier de formations, ont pu bénéficier d'octroi de matériel, ont pu bénéficier d'encadrement. Parfois même, nous avons organisé des événements pour qu'elles puissent présenter, voire vendre les produits qu'elles confectionnaient. Mais arrivé à un moment donné, on s'est demandé si on veut donner à cette initiative une assise durable et pérenne. Il manquait un élément. L'élément, c'est de savoir, demain, quand le projet va s'arrêter, que vont devenir ces associations. Et au moment où on s'est posé la question, il nous a semblé utile et nécessaire de pouvoir emmener ces associations à créer des coopératives. Coopératives, donc, à travers ce projet, aujourd'hui, nous avons lancé les processus administratifs pour créer 5 coopératives dans les 5 régions de l'intérieur. Ces coopératives, une fois qu'elles seront créées, elles vont pouvoir bénéficier de locaux et de matériel pour pouvoir, matériel professionnel, on va dire, pour pouvoir améliorer le travail qu'elles font. Donc, la formation, l'octroi de matériel était nécessaire, il manquait quelques éléments. Les éléments manquants, c'était quoi? C'est ce travail effectué par ces femmes doit être un travail professionnel et de qualité, comme l'a dit l'expert international. Également dans l'actualité, la Chambre de commerce de Djibouti, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a organisé hier une journée d'information sur les opportunités d'investissement dans l'agriculture et l'élevage à Djibouti. La journée d'information est donc l'occasion de disposer de toutes les informations concrètes et chiffrées sur les opportunités de développement dans ce secteur afin de mieux appréhender la rentabilité des périmètres agricoles et permettre d'engager dans la production et la commercialisation des produits du secteur primaire. L'événement a vu la participation du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Dr Falouguei, du chef de la coopération au sein de l'Union européenne à Djibouti, José Puig-Vara, d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, de l'eau de pêche et d'autres personnalités. Eh bien, quant au président de la CCD, il a affirmé que ce secteur donc est tributaire de nombreux handicaps dans un climat peu clément et une aridité du sol qui réduisent les efforts consentis en faveur de son développement. Mais avant d'écouter ces propos, c'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. À présent, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawali. Comme vous le savez, le secteur est tributaire de nombreux handicaps, dont un climat peu clément et une aridité du sol qui réduisent les efforts consentis en faveur de son développement. Ainsi, dans notre pays, le secteur primaire représente seulement 3% du PIB national. Au-delà de sa faible contribution à l'économie, le développement insuffisant de l'agriculture sous-tend une autre problématique de plus en plus cruciale qui est la sécurité alimentaire. En effet, vous n'êtes pas sans savoir les multiples crises alimentaires auxquelles notre région est confrontée ces dernières années. Celles-ci sont aussi inquiétantes par leur fréquence que par l'ampleur des dégâts qu'elles génèrent au niveau des populations rurales et des plus démunis de nos concitoyens. C'est pour y faire face que notre gouvernement a adopté un cadre stratégique national visant au développement du secteur primaire, à l'augmentation de la production agricole, à la lutte contre la malnutrition, la pauvreté et en vue de la création d'emplois et de croissance économique dans le milieu rural comme défini dans la vision 2035. Cette stratégie ambitionne d'inverser la tendance en augmentant la contribution de ce secteur à la croissance économique du pays, et c'est entre autres pour l'implication du secteur privé dans la production, la commercialisation des produits agricoles. En tant qu'opérateur économique et partenaire au développement, je me sens très concerné et je suis sûr par l'ensemble du secteur privé. Je regrette une chose, c'est que l'ensemble du secteur privé ici, aujourd'hui, ne sont pas présents. J'aurais aimé un nombre un peu plus important pour que nous puissions communiquer à ce que nous sommes en train de les informer.
Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale et internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ali. En Éthiopie, donc, un nouveau Premier ministre a été désigné. Il s'agit de M. Abiy Ahmed de l'ethnie Oromo et qui est musulman. Effectivement, à l'Éthiopie, c'est choisi un nouveau dirigeant. Aujourd'hui, la coalition au pouvoir désignée par M. Abiy Ahmed. Mais avant de revenir sur ces... Il faut qu'on parle du chef de l'État. Le chef de l'État a félicité aujourd'hui au téléphone le nouveau président de cette parti politique au pouvoir en Éthiopie. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a félicité aujourd'hui dans le cadre d'une communication téléphonique M. Abiy Ahmed Ali, le nouveau président du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, la coalition des partis politiques au pouvoir en Éthiopie. Ali. Dans cet échange téléphonique, le président Guelleh a souhaité succès et réussite à M. Ahmed Ali dans la conduite de la principale coalition politique éthiopienne. Nul doute que votre importante expérience professionnelle et votre aptitude à servir de passerelle entre les différentes composantes culturelles et religieuses de votre pays vous seront précieuses concours de notre nouvelle fonction de responsable en chef de la plus grande alliance politique de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, a dit le chef de l'État djiboutien Ali, nouveau président. À la République de Djibouti, partenaire majeur de votre pays, voit votre élection à la tête du principal mouvement politique éthiopien comme un gage efficient et une garantie suprême à la supériorité des partenaires stratégiques gagnant-gagnante que nos deux pays entretiennent dans tous les domaines du développement, a également affirmé le chef de l'État. Je suis sûr aussi que votre élection à la tête aura valeur de plus haute value, d'importante en processus d'intégration économique de notre région diligente par nos deux pays, a par ailleurs indiqué le président de la République au nouveau leader éthiopien. M. Abiy Ahmed Ali est une figure très connue à la scène politique éthiopienne. Outre les fonctions du président parti Oromo, il a déjà exercé de nombreuses responsabilités, Ali, dont celle en vue du ministre de la Science et de la Technologie. Et pour dresser donc son portrait, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Effectivement, Ali, la coalition au pouvoir Éthiopie, Front démocratique et révolutionnaire des peuples éthiopiens, a élu aujourd'hui à sa tête ce qui devrait faire de lui le prochain Premier ministre du pays. Président de l'organisation démocratique du peuple oromo qui dirige la région d'Oromia, la plus vaste et la plus peuplée d'Éthiopie, Abiy Ahmed succédera à Haile Mariam Desalegn au poste de Premier ministre. Ali. M. Desalegn a quitté ses fonctions du président URPDF plus tôt dans la journée. Il est issu d'un autre parti, un membre de la coalition, le mouvement démocratique du peuple du sud de l'Éthiopie. Il dirige le pays depuis la mort de l'ancien Premier ministre Meles Zenawi en août 2012. La confirmation de l'élection Abiy Ahmed à la tête du URPDF en tant que nouveau Premier ministre met fin à plus d'un mois d'incertitude politique, Ali, à la suite de la démission de M. Desalegn annoncée le 15 février dernier. Et en Égypte, cette fois, ce mercredi marque le 3e et dernier jour de l'élection présidentielle. Effectivement, Ali, en Égypte, pour le 3e dernier jour du vote pour les Égyptiens, comme d'habitude, qui sont venus aux urnes pour l'élection présidentielle. 59 millions, Ali, de personnes sur 92 millions d'habitants jouissent du droit de vote. En Égypte, les habitants ont commencé à voter aujourd'hui, hier, dans le cadre de la présidentielle qui s'étale sur 3 jours. Mercredi, selon la législation, le président est élu pour 4 ans pour un vote à bulletin secret et au suffrage direct. Il ne peut être réélu qu'une seule fois. Sur les 92 millions d'habitants, seuls 59 millions ayant le droit de voter sont appelés aux urnes. Le président sortant, M. Abdel Fattah al-Sisi, se présente pour un second mandat, Ali, face à Mustafa Moussa, chef du Al-Qad. Abdel Fattah al-Sisi, 63 ans, ex-ministre de la Défense, a été élu président, Ali, du pays en 2014. La veille des élections, le président a présenté un compte rendu de ses activités durant ses premiers mandats. Il a évoqué, Ali, la construction intensive des logements, des routes, des centrales électriques, les travaux d'une nouvelle capitale, l'aménagement du canal de Suez et le renforcement de la capacité défensive du pays grâce à l'achat des matériels militaires modernes. Et cette tension entre la Russie et les pays occidentaux après l'affaire Skripal du nom de l'espion russe empoisonné avec sa fille avec un agent neurotoxique, 150 diplomates russes ont été expulsés des pays de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Australie, du Canada et de l'Alliance Atlantique ou OTAN. Effectivement, allez,
comme vous l'avez dit, c'est près de 150 diplomates russes qui ont été déclarés persona non grata. De Londres, à Washington, en passant par Kiev, à Paris ou à l'OTAN, s'est joint ses soutiens massifs au Royaume-Uni. Côté européen, même l'Hongrie, proche de Moscou, va expulser un diplomate russe. Un geste et peut-être aussi un gage de bonne volonté dans un contexte tendu entre Budapest et Bruxelles. Pas de front uni pour autant au sein de l'Union européenne. Plusieurs pays ont exprimé ses réserves sur la réponse apportée à la tentative d'assassinat d'un ex-agent double russe dans le sud de l'Angleterre. Ainsi, la Bulgarie estime qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur les responsabilités dans cette affaire. Eh bien, la Slovaquie se contentera de convoquer l'ambassadeur russe à Bratislava. L'Autriche, quant à elle, n'expulsera aucune personne. Ces pays neutres qui ne font pas partie de l'OTAN, allez, rappelez-le, ont joué les médiateurs dans la crise. Et cette fois, la Chine et la Corée du Nord, où le président nord-coréen Kim Jong-un a effectué sa première visite à l'étranger en se rendant à Pékin. Lors de la visite, M. Xi s'est entretenu avec Kim Jong-un au Grand Palais du peuple Beijing. Les deux dirigeants ont échangé d'une manière approfondie sur la situation du monde et en péninsule coréenne. Xi Jinping a indiqué que ces changements positifs avaient eu lieu dans la péninsule coréenne depuis cette année et que la Chine appréciait les efforts importants et que déployés par la RPDC. Sur la question de la péninsule coréenne, M. Xi a fait savoir que la Chine adhérait à l'objectif dénucléarisation de la péninsule à cette fin de la préserver la paix et la stabilité dans la péninsule en résolvant les problèmes via le dialogue de consultation. Nous clôturons ce journal avec cette page sportive où les matchs amicaux se déroulent donc actuellement en prévision de la prochaine Coupe du Monde Samatar. Ainsi, l'équipe nationale de la Tunisie a gagné, mais pas les formations d'Égypte ou du Sénégal. Effectivement, Ali à Nice pour son deuxième galop d'essai contre une autre nation qualifiée pour le mondial 2018. La Tunisie a pris le meilleur sur la Costa Rica 1-0, lancé en profondeur l'Esplanada Anis Badri et sur une nouvelle fois montré décisif en faisant parler de son adresse. Le Sénégal, le Lion plutôt intenable, a été tenu en échec par la Bosnie-Herzégovine 0-0 quelques jours après avoir déjà concédé un nul face à l'Ouzbékistan. Sadio Mané pourtant dispute la rencontre hier soir. Battu dans les arrêts du jeu, le Portugal vendredi soir 2-1, l'Égypte a perdu contre la Grèce 1-0. En forme, le Genk Niko Korekli s'inscrit le seul but du match face au Pharaon. Et enfin, dans la même soirée, le Brésil a pris une petite revanche à l'humiliation subie à domicile en 2014 en battant l'Allemagne à 1-0. Rappelons-le, c'était 7-0. 7-1. Merci Samatar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.